Monsieur Sergio Coronado, député non inscrit, pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, j'ai lu dans des confidences de presse qu'un certain nombre de nos collègues jugeaient que les textes qui arrivaient en cette fin de quinquennat étaient des queues de cerises. Je crois qu'il n'en est rien, bien au contraire. Je crois que le texte que nous étudions aujourd'hui est d'une très grande importance. D'abord parce qu'il vise à renforcer la lutte contre la corruption, des scandales politico-financiers, Panama Papers ou les conflits d'intérêts à la Commission européenne ont fait l'actualité ces dernières années et gageons que la liste des affaires ne soit pas close, malheureusement. Dans le classement 2015 de l'ONG Transparency International, la France occupe le 23e rang en termes de lutte contre la corruption sur 104 pays notés, loin derrière le Danemark ou la Finlande, les meilleurs élèves mondiaux, mais également à la traîne par rapport à l'Australie ou l'Uruguay. Rappelez-vous comment avait traité l'ancien président Sarkozy ce petit pays d'Amérique du Sud. La loi de 93, dite Sapin 1, se concentrait sur la corruption sur le territoire national et était donc très insuffisante. Il avait dû présenter des excuses à l'époque, je vous le rappelle, chers collègues. Je disais que donc la loi de 93, dite Sapin 1, se concentrait sur la corruption sur le territoire national et était donc très insuffisante pour lutter contre la corruption d'agents publics étrangers et contre les entreprises nationales qui sont rendues coupables à l'étranger. Certaines de ces entreprises, j'en citerai quelques-unes, Alstom, Total, Alcatel, avaient d'ailleurs été condamnées notamment aux États-Unis ou même dans ma circonscription, au Brésil notamment. D'autres dispositifs sont alors venus améliorer la transparence et rappeler l'obligation de probité dans la vie publique. Plus récemment, la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui a créé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, et la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, ont créé notamment le parquet national financier. La lutte contre la corruption a des effets significatifs sur l'attractivité, sur l'activité et sur la croissance. D'après une étude publiée par le ministère de l'économie en début de mois, le produit intérieur brut français pourrait croître de 0,2 points de pourcentage par an si la France mettait en œuvre des mesures comparables à celles instaurées au Royaume-Uni. Ce n'est pas peu dire. Ce texte renforce donc la lutte contre la corruption en agissant dans le domaine de la prévention et de la détection des fraudes et ambitionne de favoriser une action publique plus transparente. Toutefois, certains de mes collègues l'ont déjà dit ici à cette tribune, il manque encore d'énergie pour lutter contre les personnes qui s'en rendent coupables à l'étranger. La loi prévoit pourtant la création donc, de l'agence anticorruption et renforce également le pouvoir de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en lui accordant la faculté de rendre publiques les mises en demeure adressées aux lobbyistes qui ne respecteraient pas les règles déontologiques. Ce projet aborde également la protection des lanceurs d'alerte en instaurant un statut général, un régime de protection. Mon collègue d'ailleurs, Yann Gallut, a rappelé ici à cette tribune les noms de celles et de ceux qui sont des héros des temps modernes, défenseurs de l'intérêt général. Donc il me semble plus que juste que le défenseur des droits accorde aux lanceurs d'alerte une aide financière pour les frais de procédure. J'ai déposé d'ailleurs des amendements pour apporter des clarifications et des précisions en faveur de cette protection, utilement soutenue par des ONG comme Transparency, très mobilisées sur la question. Je la cite d'autant plus qu'il est nécessaire de préciser les empreintes normatives comme le font les amendements déposés relatifs à l'article 13. Et il est heureux que ce projet de loi encadre davantage l'activité des représentants d'intérêt, des lobbyistes. Cette recherche de transparence devrait être une évidence dans la mesure où un mandat électif est un contrat passé entre les Français et nous-mêmes, les élus, indemnisés sur fonds publics et basés sur la confiance. Je voudrais ici également rappeler que les parlementaires européens du groupe Vert au Parlement ont présenté en ce début de semaine une plateforme, ELIX, une plateforme sécurisée et qui assure l'anonymat aux personnes souhaitant rendre publiques des informations d'intérêt général. Lors de la présentation, ils ont à juste titre souligné que l'Union européenne devrait protéger l'intérêt général européen par la mise en place d'une protection européenne pour les lanceurs d'alerte, surtout au moment où elle renforce le secret des affaires. Je crois que la traque de la corruption doit se faire à tous les niveaux. Et pour conclure, je voudrais dire quelques mots sur les obligations de reporting des entreprises. Le texte propose un périmètre géographique bien défini, soit chacun des États membres de l'Union européenne. Dans sa rédaction actuelle, l'article 45 bis exclut du reporting public les pays dans lesquels les entreprises n'ont pas un nombre minimum de filiales
Je crois que c'est largement insuffisant. Le reporting public devrait pleinement être effectif en l'étendant à tous les pays d'activité des entreprises. Nous avons eu ce débat. En tout cas, ma collègue Eva Sass interviendra sans doute pour défendre ces amendements. De plus, le Parlement européen devrait se prononcer sur la question au premier semestre 2017 et la position de la France serait un signal très fort à quelques mois des discussions communautaires, mais également pour le Parlement britannique qui doit débattre une proposition similaire de reporting. Chers collègues, en première lecture, ce texte avait été adopté avec une majorité large, démontrant qu'une majorité de gauche est facile à trouver, et même plus largement d'ailleurs, si le débat parlementaire est respecté et s'il est de qualité. Je porte aujourd'hui la même conviction. Merci, Monsieur